40% des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des hauts fonctionnaires. Un jour, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte qu'on est dans une société. Bourdieu appelait ça la noblesse d'État, mais à l'époque, cette noblesse d'État n'était pas à ce point. C'était sous Mitterrand, avec des gens qui n'étaient pas énarques, qui n'étaient pas membres de ce groupe-là. Écoute, tu vois, mais ce groupe-là a pris le pouvoir. J'aimerais qu'on reparle parce qu'il est tout au long du livre. C'est franchement Édouard Philippe. Ouais. Premier ministre, homme politique préféré des Français, mais dont son copain de gauche l'a fait des films très sympathiques, hein, mais ça, c'est l'envers du décor, quoi. Ouais. Ah, puis, Philippe, pour moi, c'est l'archétype de cette mafia. Encore une fois, non criminel. Pas sur l'aspect criminel. Qui cultive le secret, l'omerta, et qui se coopte, et qui prend le blé, qui prend le blé, qui prend le blé. Cumule les trois pouvoirs. Il est dans les trois élites. On n'arrive pas encore à se rendre compte à quel point c'est important. Au fonctionnaire, en théorie, il est sous les ordres des politiques. Un fonctionnaire, il est là pour appliquer. Non, maintenant, les fonctionnaires ont pris le pouvoir sur les politiques. Mais en plus, juste après qu'il ait quitté Matignon, il est devenu administrateur d'un grand groupe privé. Donc, il appartient aussi à l'élite économique. Ah non, mais Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Écoute, moi, c'est le seul. Tu vois, Denis, écoute-moi. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre exemple de gens qui sont devenus administrateurs, qui étaient hauts fonctionnaires, premiers ministres, et qui, quelques semaines après, sont devenus administrateurs d'un grand groupe privé. Ça n'existe pas. Vincent Jauvert, je sais pas, on se tutoie ou on se voit? C'est la première fois qu'on se voit, mais moi j'aimerais qu'on se tutoie. On est journaliste, on a le même âge. Comment dire, je viens de passer 2 jours avec toi. Enfin, j'ai commencé à lire le livre hier, je l'ai terminé tout à l'heure. J'ai pris beaucoup de notes. Enfin, et comment dire. J'ai beaucoup écrit sur les affaires, la corruption. Enfin, tu vois bien, putain, mais quand on lit ça, quoi. Donc, c'est ton 3e livre, c'est une sorte de trilogie. Le titre, il est quand même assez balèze, quoi. La mafia d'État. Tu t'en expliques un petit peu au début. Tu m'expliqueras aussi. Ouais. Mais je vais te dire, on ressort de ça absolument dégoûté, quoi. Parce que tu documentes d'une manière vraiment implacable, parce que c'est très factuel, c'est des témoignages, t'as fait un gros travail, t'as été voir tous ces grands énarques, ces commis de l'État, comme tu dis, et puis paf, tu leur balances, voilà, vous gagnez tant, mais là on est, comment dire, même moi qui connais bien la partie, on est abasourdi par les chiffres, par cette espèce de comment dire, ce sentiment que l'État est complètement vérolé, enfin tu vois, j'utilise ces mots-là aussi par ces types qui se cooptent entre eux, qui, enfin, je veux dire, les politiques avec les énarques, puis ils reviennent dans le public, dans le privé, t'as 50 exemples, 100 exemples, les mecs, le plus petit salaire, c'est quoi? C'est, à un moment donné, le type, il gagne 15 000 euros par mois, et c'est la honte pour lui, quoi. Et t'as des mecs qui gagnent 500 000 balles, enfin, l'exemple de Richard Descoings, il y en a d'autres. Enfin, bref, c'est une accumulation de choses comme ça, t'appelles ça mafia d'État. Donc, d'habitude, t'es quelqu'un de plutôt mesuré, je trouve, dans tes propos, dans ton allure, T'es pas un mec qui la ramène beaucoup, et t'appelles un bouquin Mafia d'État, quoi. Ouais, en fait, juste pour me présenter, moi, j'étais chef du service étranger de l'Obs. Donc, mes sujets, au départ, c'est la diplomatie, la géopolitique, et c'est ce que je fais dans le journal. Et j'ai découvert la haute fonction publique en travaillant avec quelqu'un dont on parlait tout à l'heure, notre éditeur favori, qui est mort. Romain Pérussier, on lui rend hommage d'ailleurs. Absolument, on lui rend hommage. Je lui dédicace mon livre d'ailleurs. Il m'a demandé de travailler sur le Quai d'Orsay, mais en coulisses. Et je connaissais, moi, l'aspect officiel. Les diplomates, etc. Et donc, j'ai découvert la machine diplomatique, la vraie derrière, et donc le monde des hauts fonctionnaires. Et là, je me suis rendu compte que c'était un monde... Un exemple tout simple. Je vais voir un ambassadeur et je lui dis, étant certain qu'il allait me répondre, parce que c'est un commis de l'État, combien vous gagnez? Normal, après tout. Ah bien, très offusqué, mais je ne peux pas vous le dire. Je lui dis, pourquoi? Vous êtes un fonctionnaire public. Pourquoi? Et il me dit, le jour où les hauts fonctionnaires de Bercy vous donneront leur vrai salaire, je vous donnerai le mien. Et là, je me suis dit, merde, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui se tient par la barbichette, qui est censé travailler pour nous, et qui en fait travaille pour eux-mêmes, pour une large part? Mais je reste quand même modéré.
par nature et par fonction, notre métier, je pense, c'est quand même d'être modéré, d'être équilibré. Pourquoi mafia d'État ? Parce que je crois... Alors, évidemment, balayons tout de suite l'aspect criminel. Toi, tu connais ce monde-là, moi, je ne le connais pas, le vrai monde de la mafia. On est dans la... Comment dirais-je ? C'est une métaphore, bien sûr. Oui, mais en même temps... Il n'y a pas de criminel. Mais il y a un fonctionnement criminel, une omerta, une décooptation... C'est pas criminel, ça. Non, mais je ne dis pas que c'est criminel. Qu'on soit bien d'accord. Mais tu utilises le mot mafia dans ce sens-là. Non, parce qu'après, on va citer des noms de gens. Donc, il faut que ce soit bien clair que je ne considère pas que ces gens-là sont criminels. Mais ils fonctionnent avec certains modes de fonctionnement de la mafia. Et effectivement, l'entre-soi, l'omerta, et différents modes qui empêchent les citoyens d'avoir accès à ce qu'ils font et à comment ils le font. Alors, j'avais appelé un précédent, les intouchables d'État. Ben pourquoi ? Parce que ce sont des gens et tu le disais dans ton édito, je me souviens, un de tes éditos, qui se considèrent et qui sont intouchables. Ouais, intouchables. De fait. Alors, pourquoi mafia ? Parce que la France, et je pense, est dans une situation unique au monde occidental en tout cas, qui est que tu as un groupe de gens, hauts fonctionnaires, jusqu'à présent diplômés de l'ENA, jusqu'à présent parce que l'ENA va être supprimée, diplômés de Polytechnique, membres des grands corps, qui cumulent les trois pouvoirs. Le pouvoir administratif, c'est normal, ils sont hauts fonctionnaires, mais aussi le pouvoir politique, on le voit aujourd'hui, nos dirigeants sont tous des hauts fonctionnaires. Macron, le sait, il était inspecteur des finances. Édouard Philippe, conseiller d'État, et il n'a pas démissionné. D'ailleurs, c'est un des personnages importants du livre, Édouard Philippe. C'est presque en filigrane une enquête. Une enquête sur Édouard Philippe. Absolument. Oui, parce que, juste pour terminer... Excuse-moi. Non, mais je vais te dire pourquoi. Tu as raison sur Édouard Philippe. Il cumule le pouvoir politique, donc, administratif et économique. Ils sont aussi patrons des plus grandes entreprises françaises. Ah oui, non, mais... 40% des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des hauts fonctionnaires. Tu entends bien, ils sont... D'ailleurs, tu chiffres pas. Il y a combien de hauts fonctionnaires en France, à peu près ? Hauts fonctionnaires, membres des grands corps, c'est ceux-là dont je parle. Et quand tu dis grands corps, c'est Polytechnique, ENA ? C'est, dans Polytechnique, c'est le corps des mines, le corps des ponts, le Conseil d'État, l'inspection des finances et la Cour des comptes. En gros, pour aller vite, il y en a d'autres. Bon, et ça fait, je sais pas, 1000, 2000 personnes, pas plus. Parce que tu dis au début que le salaire moyen de ces gens-là, c'est à peu près 30 000 euros par mois. Tu dis, cette caste n'a jamais été si puissante, si riche, et j'ai relevé enfin, je sais plus à quelle page, de 30 000 euros par mois. Mais c'est pas sur les 2 ou 3 000, c'est peut-être sur uniquement une... Non, mais ça dépend lesquels, parce que tu as ceux qui sont dans l'administration, et j'avais révélé dans un précédent livre qu'il y en a 600 qui gagnent plus que le président de la République. Quand même. Et dont certains à Bercy qui gagnent plus de 250 000 euros. Par an. Par an. Parce que des fois, t'en as même un qui gagne 500 000 balles, c'était le patron de Sciences Po, quoi. 505 000. Oui, d'argent public, et ça les fait pas. Mais l'actuel, je sais pas, on va voir, mais lui est un personnage aussi très intéressant, mais celui qui a démissionné récemment, membre du Conseil d'État, parrain des enfants d'Édouard Philippe, il touchait 200 000 euros par mois, par an. Il s'appelle comment, lui ? Frédéric Mion. Oui, c'est Mion. Tu parles à la fin, le roi Mion, qui après se retrouve relégué. Enfin, mais je voulais en parler à la fin. Et lui, il se débrouillait pour être... Alors, c'est technique, mais il faut essayer de comprendre, parce que c'est très important en France. Il était en détachement du Conseil d'État. C'est-à-dire que bien qu'il gagnait 200 000 euros, qu'il était dans une entreprise privée, mais qui avait une fondation publique, c'est un peu compliqué, il pouvait toujours être membre actif de la haute administration. Et donc, il est revenu comme membre actif de l'administration. Tout ça pour expliquer que ces gens-là sont totalement protégés en permanence. C'est ce qui est édifiant par leur statut et
par leurs copains. C'est-à-dire que ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est que c'est pas un livre, on va dire, facile, c'est pas un roman et tout, mais c'est que des faits, quoi. Et à la fin, t'es écrasé par la quantité d'indices de faits. Tu dis, non, c'est quand même pas possible. Et c'est bon. Déjà, les types, ils pantouflent, ils se prennent du blé un peu partout, mais surtout, ils inventent tellement de stratagèmes pour pas se faire prendre que à la fin c'est édifiant, quoi. Ils truquent les règlements, ils ont des copains qui vont changer des choses pour eux, tout ça pour garder leur pognon, quoi, parce que quand même. Après quand on tient ces propos-là, mais on va dire oui, mais t'es poujadiste, oui, mais enfin tu peux pas les mettre tous dans le même sac et tout. Mais si, tu les mets tous dans le même sac, quoi. Non, mais il y en a quand même beaucoup. Les exemples que tu donnes, enfin je parle pas de tous les hauts fonctionnaires. Non, mais il y en a quand même un paquet dans le bouquin. Le groupe dirigeant. Mais quoi, je sais pas, il y a peut-être une centaine de noms dans ton livre. Mais alors, je voudrais si tu veux, qu'on suive un peu la chronologie du livre. Et tu as un premier chapitre. Alors là, tu as un personnage qui s'appelle Dominique Comolli, qui est un énarque de 73 ans, qui était patron de la CEITA, qui gagne... Patron des douanes avant. Oui, patron des douanes. Oui, mais c'est important, parce que ça veut dire qu'il était haut fonctionnaire. Le mec, il se prend 40 000 euros de retraite par mois. Il gagne 1,2 million par an. Enfin, il gagnait. Mais alors, parle-moi de lui. Enfin, en plus, il y va cash, lui. Enfin, et ça, c'est plutôt sympathique parce que tu dis, il n'a plus rien à perdre. Il y a une sorte d'impudeur chez lui. Mais c'est légal, tout ça. Oui. Donc, il risque rien. Ouais. Il risque rien. Mais lui, en tout cas, il n'a pas la langue de bois et il se planque pas comme la pluie. Il y en a plein que t'appelles et tu dis, voilà, il refuse de te parler, Non, il n'y en a pas plein. Il y en a quelques-uns. Édouard Philippe et ses copains, c'est tout. Ouais, bah oui. Alors lui aussi, on en parlera. Donc Comolli, c'est l'archétype, en quelque sorte, au fonctionnaire socialiste, patron des douanes, socialiste, puis la bonne période socialiste, qui est nommé patron de la CEITA, entreprise donc des cigarettes, entreprise publique, nommé là par Balladur et Sarkozy pour la privatiser. Il privatise et il reste à la tête. D'un seul coup, il voit son salaire, boum. C'est rentré par des Anglais ou des Américains? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Et comme l'entreprise va très mal, il n'est pas le seul responsable, mais enfin, tout de même, elle ferme plein de... il est responsable de plein de licenciements. De boîtes, d'usines. Il vend l'entreprise à un groupe britannique. Il reste dans le groupe britannique. Et là, il touche une fortune. Il touche beaucoup d'argent. 1,2 million par an, ce qu'il me dit. Il revient dans l'administration française. Comme patron de l'APE. Donc l'APE, l'Agence des participations d'État, c'est-à-dire c'est un poste très important. Le groupe qui gère les participations d'État dans les entreprises. Ouais. Et ensuite, il est nommé au conseil d'administration. Il veut le conseil d'administration d'Engie. Ouais. C'est l'ancien ministre socialiste de l'économie, candidat à l'élection présidentielle Montebourg, qui le raconte. Il veut pas Montebourg. Il dit quand même, c'est pas possible qu'on les file ce poste-là. Montebourg s'en sort bien dans ton bouquin. C'est vraiment l'empêcheur. Il a essayé de les emmerder un peu, mais bon, il n'y est pas entièrement parvenu. Il dit, non, c'est pas possible quand même de filer. Alors que ce mec-là, il s'est planté, dit-il, à la CEITA, c'est pas possible de le nommer à Engie. Pourquoi on le nommerait à Engie? Juste parce que ça se fait, parce qu'on doit recaser ces gens-là. Mais donc, il est réussi, mais parce qu'il est comme il est nommé au conseil d'administration d'Air France. En plus. Et en 2021, il y est toujours. Ah non, mais il a 73 piges. Il a 73 piges. Ouais. Voilà, lui, c'est l'archétype. Alors c'est des gens de deuxième niveau, c'est pas un mec qui a fait de la politique, mais voilà, ils sont nombreux dans ce cas-là. Alors, Vincent, si tu me permets, j'ai coché une page qui, tu vas peut-être t'en douter, qui m'a particulièrement intéressé, puisqu'on a diffusé ici le film sur Alexis Kohler, qu'a réalisé Yanis Mamdi. Oui, très bon. Là, je découvre en te lisant, alors c'est page 24, c'est au début du livre, je te lis. Ouais. Le 28 juin 2019, Jean-Dominique Comolli a écrit une lettre au procureur de la République assurant que son ex numéro 2 ne lui avait jamais caché ses liens familiaux avec les propriétaires du grand transporteur maritime MSC. Donc, il faut dire que le film de Yanis démontre d'une manière assez implacable,
on va dire, l'énorme conflit d'intérêts auquel a eu à faire face Alexis Kohler, qui est quand même le bras droit d'Emmanuel Macron, actuellement l'homme le plus puissant de France aux côtés du président, et qu'il était poursuivi par une plainte, entre autres, d'Anticor pour ses liens avec cette famille et cette compagnie maritime qui fait aussi, par ailleurs, du trafic de cocaïne et qui a été impliquée dans des tas d'affaires. Enfin, je ne veux pas dire que Kohler fait du trafic de cocaïne, mais la boîte est impliquée dans plusieurs affaires. Et surtout, je veux dire, elle utilise de l'argent public, etc. Et donc, Kohler a eu chaud, mais il s'en sort de justesse. Il y a une instruction en cours. Donc, c'est pour situer le contexte. Et en te lisant, je découvre que ce Comolli, par le rôle qu'il a eu en tant que président de responsable de l'APE, président de l'APE, c'est ce qu'on dit. Oui, il était patron. Ouais. Donc, et tu poursuis. Donc, et que dans toutes les instances... Directeur général de l'APE, et donc patron de Kohler, qui était son numéro 2. Voilà. En charge des transports. Ça, c'est une véritable révélation. En charge des transports. C'est-à-dire en charge des transports maritimes et notamment. Tout ça. Donc, il contrôle les ports, enfin, et donc les marchés publics ou les fabrications de bateaux, ce genre de trucs. Et donc, si tu veux, c'est vraiment une révélation, mais qui si on n'est pas attentif à l'affaire Kohler, on se dit, on lit ça et puis mais c'est assez grave, quoi. Enfin, le type explique. Alors, je te continue, parce que t'es prudent, mais en fait, entre les lignes, enfin, moi, je peux me permettre de dire ce que j'ai compris, quoi. Et que dans toutes les instances où il représentait l'APE, où il était question de MSC, soit Alexis Kohler se déportait, soit il suivait à la lettre les consignes ministérielles, qu'il n'avait donc jamais été en situation de conflit d'intérêts. Cette démarche de Comolli en faveur du numéro 2 de l'Élysée, tu poses la question, aurait-elle favorisé son maintien au conseil d'administration d'Air France? Donc lui touche des jetons de présence en étant à Air France. Alexis Kohler n'a pas répondu à mon mail sur le sujet. Oui, mais lui dit quelque chose. Comolli, quoi qu'il en soit, Comolli a perçu 42 500 € de jetons de présent de la part d'Air France, etc. Et après, Jean-Dominique Colli n'est pas le seul à jouir. Attends, vas-y, tu le connais mieux. Comolli dit qu'il pense que peut-être c'est dû à ça. Eh bien, nous, quand on le lit, on se dit évidemment que c'est mon interprétation. C'est ton interprétation, mais Jean-Dominique Comolli dit peut-être. Attends, le mec, enfin, excuse-moi, mais Jean-Dominique Comolli, de la place où il est, fait une attestation pour Kohler en disant non, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ils sont deux en avoir fait. Emmanuel Macron a fait une lettre, et lui est passé un peu inaperçu, puisqu'il est évidemment moins connu qu'Emmanuel Macron, mais en même temps, la déposition qu'il fait, il faut le croire sur parole. Il dit, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts, le type s'est toujours déporté, etc. Mais, enfin bon, et immédiatement après, malgré son grand âge, il continue à toucher ses jetons de présence. Et qui décide de ça? Emmanuel Macron et Alexis Kohler. Il y a un réel problème. Parce qu'il est nommé, il est au conseil d'administration, nommé par l'Assemblée générale sur proposition de l'État. Ouais, mais c'est toujours ça qui est comment dire. Et alors, tiens, un petit détail marrant, les gens nommés comme ça sur proposition de l'État, qui sont la plupart du temps des hauts fonctionnaires, avant ne percevaient que 30% des jetons de présence. Et puis Emmanuel Macron ou quelqu'un a fait passer une loi ou un décret passant ce chiffre de 30 à 70%. C'est pas le Copé-Zimmermann, non, c'est autre chose, ça. Non, Copé-Zimmermann, ça n'a rien à voir, ça a à voir, mais c'est sur la présence de 40% de femmes. Oui, c'est ça, pardon. Ouais. Non, mais il y a tellement d'infos dans le bouquin que et donc, voilà, ces gens-là, donc, est-ce que c'était un renvoi d'ascenseur? En tout cas, ça mériterait de faire l'objet d'une enquête. Oui, et puis tu parles aussi, alors, c'est souvent comme ça, le bouquin, tu as 5 lignes à la fin, tu as la petite info, détail croustillant, une préfète à la retraite était jusqu'en novembre 2019 administratrice de la Française des Jeux sur proposition de l'État. Il s'agit de Catherine Delmas Comolli, l'épouse de Jean-Dominique Comolli. La caste, une affaire de famille aussi, quoi. Ouais. Et on retrouve beaucoup ça dans le bouquin. Le mari place la femme place le mari. Je dis pas ça, je dis voilà. Toi, tu dis pas, mais le lecteur. On constate ça. Oui, mais la différence entre ce que je fais et ce que font d'autres, c'est que moi, j'apporte des preuves et je ne vais pas plus loin. Ah non, mais tu vas... Oui, d'accord, voilà. Mais tu les écris. Après, on se lit ça, on dit, ah ouais, quand même, tu vois. Non, en tant que lecteur, je sens lire beaucoup entre les lignes cette histoire Kohler, le témoignage de Comolli. Et puis la Française des Jeux, c'est super intéressant, parce que la patronne de la Française des Jeux, elle est dans le même cas que Comolli. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pareil, elle cumule. Alors qu'elle était patronne d'une entreprise publique, elle cumulait aussi des jetons de présence des entreprises privées.
C'est compliqué à expliquer, mais c'est pour dire que pourquoi dans ces entreprises privées ? Parce qu'il y a à la tête des entreprises privées d'anciens copains qui étaient aussi énarques ou anciens polytechniciens qu'elle connaissait de cabinets ministériels avant. Oui. Et avant, c'était des petits salaires, de genre de 10 000 euros par mois tout de même. Hein. Mais là, on rigole plus. C'est plus 10 000 euros par mois dont il s'agit, c'est des millions d'euros. Oui. Et ils continuent comme avant, entre eux. Alors, j'aimerais qu'on reparle, parce qu'il est tout au long du livre, c'est franchement Édouard Philippe... Ouais. Premier ministre, homme politique préféré des Français, mais dont son copain de gauche l'a fait des films très sympathiques, hein, mais ça, c'est l'envers du décor, quoi. Ouais. Philippe, pour moi, c'est l'archétype de cette mafia. Encore une fois, non criminel. Pas sur l'aspect criminel. Qui cultive le secret, l'omerta, et qui se coopte, et qui prend le blé, qui cumule les trois pouvoirs. Il est dans les trois élites. On n'arrive pas encore à se rendre compte à quel point c'est important. Il est à la fois dans l'élite administrative, il est membre du Conseil d'État, c'est-à-dire ceux qui conseillent l'État en matière juridique et qui sont aussi le juge administratif suprême. On a beaucoup de cas du Conseil d'État. Il est là-dedans, il est membre de ça. Alors, il n'est pas membre actif parce qu'il est en détachement, et il peut revenir quand il veut. Attends. D'une part. D'autre part, il a fondé un parti politique. Il a été aussi Premier ministre. Donc, alors qu'un haut fonctionnaire, en théorie, il est sous les ordres des politiques. Un fonctionnaire, il est là pour appliquer. Non, maintenant, les hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir sur les politiques. Mais en plus, juste après qu'il ait quitté Matignon, il est devenu administrateur d'un grand groupe privé, donc il appartient aussi à l'élite économique. Ah non, mais Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Écoute, moi, c'est le seul. Tu vois, Denis, écoute-moi, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre exemple de gens qui soient devenus administrateurs, qui étaient hauts fonctionnaires, Premier ministre, et qui, quelques semaines après, sont devenus administrateurs d'un grand groupe privé. Ça n'existe pas. On a l'impression qu'on a toujours vécu comme ça. Non, c'est en train de s'accentuer avec ce groupe-là. Et je pense que c'est pas dû à Macron, c'est dû à eux, à ce groupe-là qui... Ouais, tu dis ça s'est accéléré sous Macron. Et je sais que Hollande en prend pour son grade, Sarkozy, Hollande moins d'ailleurs. Oui, mais Hollande, il n'avait pas de Premier ministre énarque. Sarkozy, lui, il n'est pas énarque. Et tu parles de Chirac aussi. Chirac, oui. Chirac, c'est la suite de Chirac. Ouais. Macron, en ce sens-là, c'est plus la suite de Chirac. Oui, bien sûr. Donc, il utilise beaucoup ces gens-là, il les place. Mais pas beaucoup. Il n'utilise que ces gens-là. Non, mais je voudrais... Pardon d'insister, mais un jour, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte qu'on est dans une société... Bourdieu appelait ça la noblesse d'État, mais à l'époque, cette noblesse d'État n'était pas à ce point. C'était sous Mitterrand, avec des gens qui n'étaient pas énarques, qui n'étaient pas membres de ce groupe-là. Écoute, tu vois... ce groupe-là a pris le pouvoir. Alors, je me suis fait... à cet instant, page 60, c'est moi qui ai pris... On a la gerbe. On est dans la corruption. Tout se tient, tous se tiennent. C'est une remarque que je me suis fait personnellement. Franchement, c'est à un moment donné, c'était tellement... il y en a tellement, mais je suis à la page 60 et après, ça continue. Le pantouflage, certains considèrent que c'est de la corruption. Oui, mais alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Édouard Philippe, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu racontes quand même que Migaud, à la Cour des comptes, il a essayé d'enquêter, et tu vas les voir. Tu sens qu'il est un peu emmerdé quand même. Oui, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Mais tu le dis là en plus. Oui, là je dis que c'est l'impression que j'ai. Pourquoi Parce que Migaud qui a quand même tu le dis, une réputation de type assez irréprochable. Enfin, regarde, là, il vient de faire tomber Grisé, qui a démissionné. Ouais. Il fait, ce groupe-là, pour une fois maintenant, l'autorité qui est chargée de contrôler ces gens-là est propre. Avant, c'était des membres des grands groupes, des grands corps, figure-toi, qui se jugeaient entre eux. Ouais. Donc, il passait comme... Ouais, mais lui, sur Édouard Philippe, tu sens qu'il y a eu beaucoup de pression pour qu'il n'y touche pas, quoi. Non, c'est pas de la pression. Ou c'est de l'autocensure, c'est quoi ? C'est la loi. Il applique la loi. Il s'arrange un peu avec la loi. Écoute-moi. Vas-y. Écoute-moi. Alors, on peut dire de quoi il s'agit ? Il s'agit d'Athos. Ouais. Vas-y, sur Édouard Philippe. Donc, au moment où il quitte Matignon, il entre chez Athos. Or, Athos, c'est un boîte d'informatique dont le patron vient d'être nommé par Édouard Philippe et Macron Breton à la Commission européenne. Il est nommé donc au conseil d'administration d'Athos.
grands groupes informatiques qui travaillent notamment pour l'État. Et notamment pour le plus secret du secret de l'État, au CEA et même à la DAM, la Direction des applications militaires. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Édouard Philippe n'est pas intervenu quand il était à Matignon en faveur d'Atos? Et je dis à Didier Migaud, mais pourquoi vous avez laissé passer? Il dit parce que j'ai pas les moyens juridiques. Il dit il faut la preuve concrète, physique, un écrit, pour dire que cet homme-là est intervenu et donc il n'a pas le droit d'aller pantoufler dans cette boîte-là. Et moi je lui dis, mais il y a un discours où Édouard Philippe revendique le fait qu'il aide Atos quand il était Premier ministre. Il dit oui, mais c'est pas suffisant, c'est pas un écrit. Ouais, mais bon, c'est pas 47. Donc il suffirait de changer la loi. Mais ces lois-là qui ont été obtenues sous la gauche, notamment, c'est les fameuses lois Sapin 2. Elles ont été obtenues après des bagarres infernales, des lobbyings infernaux des hauts fonctionnaires, et notamment d'ailleurs, toujours un copain d'Édouard Philippe, l'ancien secrétaire général du gouvernement, dont je parle ailleurs, mais ça devient trop compliqué. Non, mais alors, parce qu'il y en a qui ont... Enfin, tu vois, c'est une litanie de noms. Il y a deux Romanais, donc Kessler, Heilbronner, d'ailleurs, je le retrouve, qui est le Heilbronner, qui est le beau-père d'Ima de la Houde. Tu t'en souviens? Bien sûr. Ima de la Houde, dont le frère était à EDS. Et t'as les dollars qui pleuvent, les euros, les mecs qui se prennent des salaires de malades. Là, tu parles du pantouflage du directeur de cabinet d'Édouard Philippe. Ouais. Raté, heureusement celui-là. Raté parce qu'ils ont failli réussir. Et finalement, il y a un mec qui a dit, mais attendez, il n'est pas compétent pour faire le job dans cette boîte d'assurance. Il devait être nommé à la SCOR, grand groupe de réassurance. Ouais. Ça, ce sont des boîtes pas très connues, mais qui sont très puissantes. Et finalement, il est nommé numéro 2, il doit venir numéro 1, et la commission de régulation, qui a de nouvelles règles, heureusement, peut lui dire, ah ben non, finalement, il faut quand même choisir un mec compétent pour ça. Tu te rends compte? Avant, ce n'était pas le cas. Ouais. Il faut un mec... Il n'avait jamais fait d'assurance. Ah oui, non. Alors non, donc il ne va pas être nommé. Non, puis tu parles aussi de... j'ai retrouvé Cirelli avec BlackRock, là. Ouais. Donc lui, c'est aussi un type de la... De la mouvance Philippe, je ne crois pas particulière. Ah, si, parce qu'il y a un contrat d'État avec BlackRock, j'ai noté, page 41. Si, Cirelli, il a été nommé... Tu sais, il y a une commission très chic qui s'appelait CAP 22, une commission de réforme de l'administration, réforme de l'État, très, très dure. Et bizarrement, il a nommé Cirelli. Alors que Cirelli était patron d'un fonds d'investissement. Donc je ne vois pas tellement pourquoi. Enfin, à part qu'il avait été lui aussi haut fonctionnaire. Mais voilà, il s'est retrouvé là-dedans. Et puis, on tombe aussi sur... Alors, j'ai noté qu'Alexandre Bompard, à un moment, il regarde... Grand ami d'Édouard Philippe. Ouais, grand ami d'Édouard Philippe. Alors lui, qui aujourd'hui, il était patron de la FNAC, il est où? Carrefour. Carrefour. Sa femme est la conseillère d'Édouard Philippe en matière de justice. Enfin, c'est... et il reprend Nicolas Bazir, qui est quand même condamné dans l'affaire de Karachi. Il n'y est plus là, Bazir. Il y est plus, mais à ce moment-là, il y est. Oui, il y est, bien sûr. Et le mec est condamné, il va... Ah ben, le cas Bazir est très intéressant. Oui, quand tu même. en parles dans... Ah ben, le fait d'être condamné, ça ne... Alors quand même, si j'ai l'impression que là, ces temps-ci, il est quand même plus en odeur de sainteté, tout à fait dans le groupe quand même. Mais tout de même, oui. Bah, c'est quelqu'un qui a sa chronique dans Le Point, ou enfin, je sais pas, il l'a toujours, ou il écrit un peu partout, on le voyait... Enfin, il est surtout membre de plein de choses. Ouais. C'est des hommes qui sont... Alors, ce monde est tellement petit qu'ils s'échangent les postes divers et variés entre eux, gauche-droite. La gauche et la droite, là-dedans, n'a aucune importance. Alors, j'ai noté, enfin, le temps passé par ces types à trouver des jurisprudences pour se sauver entre eux, quoi. Ouais. C'est à un moment donné, je me suis fait cette réflexion-là, quoi. Ouais. Et ils sont conseillers d'État, souvent, donc... ça arrive, donc... Il y en a un qui en prend pour son grade aussi, enfin, pour son grade. C'est quelqu'un qui apparaissait comme plutôt sympathique et enjoué, c'est l'ancien patron de la SNCF, Guillaume Bépy. Oui, et tu vas d'ailleurs. Et tu vas le voir, mais lui, on se disait, moi je pensais que... Il est très sympathique. Mais quand même, il est un peu emmerdé par tes questions, lui, quand tu... Oui, mais au moins... Mais au moins, il te reçoit, il te répond. Il me répond, et attends, alors, on va raconter en gros... Et je me suis posé la question, excuse-moi, bien sûr. Mais tu vas me répondre sur Bépy. Je me dis, est-ce que tu crois à ce qu'il t'a dit, Bépy, dans ce chapitre? Mais oui, mais c'est ça qui est fou. Je crois qu'il dit la vérité, et ça prouve à quel point ces gens-là sont désinvoltes.
Ouais. Pour aller vite, en gros, quand il est patron de la SNCF, il est aussi membre de conseil d'administration de boîtes privées. Vous entendez, comme ceux qui nous écoutaient. Il était patron d'une boîte publique, il était haut fonctionnaire, détaché, donc toujours haut fonctionnaire dans une boîte publique, et il touchait beaucoup de jetons de présence dans des boîtes privées. Et il reconnaît lui-même qu'on lui a donné ces boîtes privées de façon à ce qu'il ait l'équivalent des salaires variables des grands patrons, puisqu'il était au maximum, en tant que patron de boîte publique, de ce qu'il pouvait toucher. Bon. 400 000 euros, je crois, par an. 400 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ouais. Et moi, je lui dis, mais vous étiez haut fonctionnaire. À ce moment-là, il est toujours. Oui. Et donc, il y a une loi toute simple qui interdit à un fonctionnaire d'être membre du conseil d'administration, d'être membre dirigeant d'une entreprise privée, depuis 83. Donc, comment c'est possible? Elle me dit, ouais, c'est pas idiot ce que je dis, j'y avais pas pensé. Ouais. Je vais demander au patron du Conseil d'État. Il appelle le vice-président du Conseil d'État. Je vais voir le vice-président du Conseil d'État. Et moi, je me dis, je me dis, vice-président du Conseil d'État, il va me dire, il va m'entuber, il va me raconter une histoire, un violon. Et non, il dit, vous avez raison. Mais personne n'y a pensé. Il n'avait pas le droit. Il dit, j'y avais pas pensé. Et personne n'y avait pensé. J'ai dit, mais attendez, enfin, moi, je suis un simple journaliste. Je ne suis pas spécialiste. Vous êtes spécialiste en plus. C'est des conseillers d'État. Et vous n'avez pas vu ça, un truc tout bête. Bon, ok, je veux bien le croire. J'ai demandé à Pépi s'il était prêt à rembourser. Il m'a dit, non, je suis de bonne foi. Bon, ok. Mais je dois reconnaître que le vice-président du Conseil d'État, qui d'ailleurs fait partie de ces mecs très bien, ces personnages très bien, plus que très bien, dans la haute administration, il va partir, qui était celui qui était patron de la haute autorité de la concurrence, qui a infligé des amendes extraordinaires contre les grands groupes de téléphonie qui s'étaient mis d'accord. On a oublié ça aussi. Dont l'entreprise publique, quand même. Ouais. France Télécom. Oui, bien sûr. Ouais. C'était mis d'accord avec des entreprises privées. Voilà. Et ça, il les a cartonnés très dur. Et lui m'a dit, vous avez raison, on s'est trompé. D'ailleurs, on se demande à te lire, parce que Et Édouard Philippe était dans le même cas que lui. Mais on se demande ce que fait la haute autorité à la transparence de la vie publique, quoi. C'est quand même un organisme qui a été créé pour contrôler tout ça. Ouais. Et tu sens que soit ils n'ont pas de moyens, soit ils n'ont pas la volonté, soit c'est... Et alors, il y a un moment donné... c'est un juge qui doit intervenir. Ouais, mais faudrait qu'Anticor, d'ailleurs, si Élise, tu nous entends, faudrait qu'Anticor se lise ton livre et mobilise là-dessus. Et tu parles de l'agence anticorruption, l'AFA, l'agence française anticorruption, et à un moment donné, c'est vrai qu'il eût été logique. D'ailleurs, c'est en cours, semble-t-il. Ouais, ça représente à peu près une soixantaine de fonctionnaires chacun. Voilà. De rassembler ça pour avoir. C'est ce que dit Migaud. Ouais. Et ça pourrait être enfin une solution, parce que on arrivera à la fin de ton livre, mais quand on. Oui, mais il faut que les lois changent. Par exemple, avant Sarko, les commissions de déontologie pour voir si les gens pouvaient pantoufler pouvaient remonter à 5 ans. Sarko l'a fait passer à 3 ans. On pourra passer à 5 ans, c'est juste un texte de loi. Simplement, Édouard Philippe n'a pas voulu. On se demande pourquoi, d'ailleurs. On se demande pourquoi. Et plein de petites... Et ce mec est l'élu, tu vois, l'homme politique préféré des Français. Ça ne va pas durer. Non, parce que quand on lit ton livre, on est dégoûté, quoi. On se dit, il y a franchement ce type... Au moins, Emmanuel Macron, il a été banquier d'affaires. D'ailleurs, c'est pas être nazi, être banquier d'affaires. Voilà. Il a reconnu, il l'a fait, et après, il a fait autre chose. Édouard Philippe, il mélange... Et toujours cette idée d'être droit dans ses bottes, à la Juppé. Qui à faire des blagues, à faire, tu vois, il passe pour... Et puis à traiter par le mépris la haute autorité, quand même. Ouais. Quand il déclarait, quand il était député, on lui a demandé de déclarer, comme tous les députés, ses revenus. Et c'est bien. Il a par-dessus la jambe, il a répondu en disant « Mais c'est quoi ça? Je comprends pas. » Mais tu vois, en lisant ton livre, je me suis dit, il faudrait vraiment que nous, à Blast, j'essaie de développer les enquêtes, comme tu l'as vu, qu'on fasse vraiment un spot sur Édouard Philippe. Je le dis là publiquement, mais je pense que si on nous donne les moyens, nous, d'enquêter, puisqu'on est financé par les gens... Il faudrait que vous enquêtiez sur Édouard Philippe, avocat d'affaires. Voilà, c'est ça. On a oublié qu'il a été... Et puis son arrivée au Havre aussi, comment il arrive avec Ruffnac, et tout ça, tu le racontes dans le livre, d'ailleurs. Mais c'est aussi une histoire de grand corps. Ouais, c'est ça. Tu peux la raconter, d'ailleurs, parce que c'est pas très connu. Édouard Philippe, vous savez, moi, je viens du peuple. Je viens du peuple et j'ai grandi. Et Le Havre, c'est vraiment mon grand-père. En fait, c'est mon arrière-grand-père. C'est pas mon grand-père. Docker, c'était mon arrière-grand-père. La légende. Mon arrière-grand-père, ils étaient bergers. Mon arrière-grand-père, et voilà. En fait, il est grandi à Rouen.
Il y a 80 bandes de Il n'avait rien à voir avec Le Havre. Et puis un jour, le patron du Havre, le maire du Havre, Ruffnac, lui aussi membre d'un grand corps, déjeune, il faut s'accrocher, avec le secrétaire général de l'Élysée de Chirac. Denis, non? C'est ça? Jean-Pierre Denis, membre d'un grand corps. Ouais. Il lui dit, tu sais, moi je cherche quelqu'un pour prendre ma succession. Et lui, il dit, tu sais, ma femme, qui est conseillère d'État, tout ça un grand corps, elle a un petit jeune avec elle, il s'embête un peu, et il est conseiller d'État, et il a envie de faire de la politique, et peut-être ça pourrait être lui. On parle d'Édouard Philippe. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Oui. Et c'est là où on parle de cooptation, c'est là où il y a un maillage comme ça de ces commis d'État qui est hallucinant. Là, c'est hallucinant. Il arrive comme ça. Ils deviennent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pouvoir économique, pouvoir politique, et les types sont c'est le même qui se retrouve avec Colère, on va aller un peu, le Colère, celui de l'Élysée, au moment des conseils d'administration entre la boîte de la famille de Colère et le port du Havre. Et on ne sait pas trop ce qui s'est fait là-dedans. Et on sent que les types, je te tiens, tu me tiens, quoi. On ne sait pas trop. Et il y a un moment donné ça m'a intéressé, tu parles du Qatar. Tu comprends pourquoi le Qatar m'a intéressé, parce qu'on en a pas mal. Bien, oui. Je sais pas si tu peux, les liens avec le Qatar et Bepi et tout ça, c'est... En fait, d'après ce qu'il m'avait dit, c'est que le Qatar... si je ne me trompe pas, la SNCF... L'amour des livres, tu vois à quoi je fais allusion? Mais ça, c'est autre chose, ça. C'est pas lié au Qatar, ça? Non, c'est juste que... Pourquoi est-ce que Guillaume Pépi est nommé à un moment, après qu'il quitte la SNCF, au conseil d'administration, c'est pas un conseil d'administration, c'est un autre nom, mais peu importe, du groupe Lagardère. Ça n'a rien à voir, en théorie. Alors il dit, mais sûrement que les chasseurs de tête, parce qu'évidemment, tous ces gens-là disent qu'ils ont été choisis par des chasseurs de tête, sauf que les chasseurs de tête, ils ne servent qu'à entériner la décision déjà prise. Ils savaient que j'aimais les livres. Là, franchement, j'ai fait dire, vous vous foutez de moi quand même. Bon. Mais il le dit sérieusement, là? Oui, je ne pense pas qu'il le pense, non. Mais il le dit sérieusement, oui. Et bon, alors, en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a deux raisons. L'une est qu'il y a beaucoup de liens avec le Qatar, qui est donc membre aussi du conseil d'administration et actionnaire, et soutien de Lagardère, dans Lagardère, d'une part. Et d'autre part, et là, ça devient un peu plus tricky, comme on dit en anglais, plus difficile, plus embêtant. Sous sa direction, la SNCF a signé un accord avec Hachette pour créer ce qu'on appelle les relais. Les relais, les fameux relais que tout le monde connaît. C'est une machine à cash aussi. C'est une grande la machine à cash. Mais lui, il dit, je ne m'en suis pas occupé. Donc, il l'a créé, et puis après, il s'en est plus jamais occupé. Bon, ok. Mais écoute, alors je vais pas, on va pas faire tout le livre, mais il y a quand même, t'as une galerie de portraits là de gens qu'on voit passer. Agnès Pannier-Runacher, l'actuelle ministre, j'ai appris qu'elle était à la Compagnie des Alpes, qui est quand même la plus belle, une belle planque, quoi. Formidable planque. Où elle a rien à foutre, elle prend 300-400 000. Compagnie des Alpes, je suis pas sûr qu'on foute rien à la Compagnie des Alpes. Non. Ça gère les stations de à la CDC, oui. À la Compagnie des Alpes, quand même, un peu, quand même. Ils gèrent des stations, ils gèrent des centres de loisirs, etc. Mais comment elle est arrivée là? C'est toujours par le même réseau. C'est une inspectrice des finances. Aujourd'hui, elle est ministre. On oublie toujours de le dire, mais elle était ministre parce que elle a sa copine, la vieille, une dame un peu plus âgée. Elle a rencontré Macron au cours d'un déjeuner du corps de l'inspection des finances, ce qu'elle m'a raconté avant qu'elle soit ministre. Et voilà, elle était plus âgée, elle l'a repéré, elle a trouvé qu'il était vraiment intelligent. Elle a dit, ce sera notre nouveau Bompard, puisque Bompard, le patron de Carrefour, était considéré comme l'homme qui montait. Bon. Et donc, elle n'a jamais perdu le contact avec lui. Ils sont toujours restés parce que c'est le réseau. Et elle s'est engagée auprès de lui pendant la campagne et elle s'est retrouvée ministre. Et puis là, on tombe aussi sur... Pas forcément une mauvaise ministre, d'ailleurs. Ça, c'est... Non, je ne dis pas forcément. Je ne dis rien de plus. D'accord. On tombe aussi sur Florence Parly, qui est l'actuelle ministre de la Défense, qui, elle, 400 000 € de jetons de présence avant d'être ministre. Elle perd de l'argent. Mais où?
Dis-moi. Mais où? C'est la SNCF. Ouais, à la SNCF, ouais. Mais non, mais c'est ça qui est dingue. Hydrac qui est à la RATP aussi. Mais oui. Anne-Marie Hydrac. Mais tu vois bien que tous ces gens-là sont dans les entreprises publiques. Ouais. Et en même temps, sont dans les entreprises privées. Alors, il y en a un, j'étais un peu, comment dire... Et ils vont y revenir, ne t'inquiète pas. Là, pour un peu que Pécresse monte bien, et qu'ils vont sentir le vent tourner, tu vas avoir une ruée extraordinaire, extraordinaire. Mais tu sais, d'ailleurs, je me suis fait on va parler de Louis Schweitzer après, mais je veux te faire une remarque qui peut-être ne va pas te plaire, puisque je sais que tu appréciais modérément Juan Branco, et moi j'ai donc écrit la préface de Crépuscule. Crépuscule qui est un livre foutraque. Enfin, j'apprécie modérément son livre. Son livre. Je ne parle pas de l'individu. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je trouve que c'est comment dire, c'est le deuxième tome de Crépuscule, c'est-à-dire tu comprends à quel point toi tu documentes toutes les intuitions, il parle beaucoup d'Édouard Philippe, donc Crépuscule. Oui, c'est toute la différence quand même. Et toi, tu es journaliste, tu es très factuel et tout ça. Lui, il part dans des lyriques et tout, mais les deux livres, je trouve, se répondent quelques années plus tard. Et en fait, en fait, tu décris tellement bien la caste. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un système de caste. Et je pense à tous les gilets jaunes et à tout ce mouvement-là qui s'est créé sur cette injustice viscérale, cette misère du peuple, etc. Et c'est là où tu as la gerbe quand tu dis ça. Tu te dis, mais ça donne... Mais pourquoi je fais ça? D'abord parce que ça m'intéresse comme journaliste et qu'il y a des choses qui ne sont pas transparentes à aller voir, on est pareil tous les deux. Et puis quand même, il y a un sentiment, une aspiration politique. Je suis quelqu'un qui travaille à l'Obs, donc je suis plutôt de gauche, comme on dit. Donc c'est pas la vision de droite de la mafia d'État, c'est la vision de gauche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se saisisse de ce problème-là et qu'on le règle, parce que ce problème-là est une des causes. C'est un problème essentiel dans l'hiérarchie t'as bien raison, oui, c'est pour ça que du sentiment d'éloignement entre le peuple et ton peuple. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. C'est évident, les gens ils le sentent, tout ça, ils le voient, ils le comprennent. Tu sais Donc il faut moraliser, et il faut plus moraliser qu'ailleurs. Mais là, on part de loin. Parce que c'est plus qu'ailleurs. Parce qu'ils ont toutes les... Enfin, encore une fois, on va dire qu'on est conspi en disant ça, mais ils ont toutes les manettes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est effrayant. Et c'est pas de la... Je veux dire, la conspiration, elle est là-bas. Elle est au niveau non, de... il n'y a pas de conspiration. Non, mais je veux dire, c'est une conjuration. Alors, de gens qui se mettent ensemble, qui s'octroient des gros salaires, qui se filent des jetons de présence. C'est la noblesse, quoi. Voilà, non, mais on est l'aristocratie. Et à un moment donné, on a coupé des têtes pour ça, il y a quelques temps. C'est la nouvelle aristocratie. De Gaulle avait créé l'ENA pour en finir avec ces gens qui avaient, et pas tous, qui avaient collaboré. Tout le monde dit De Gaulle, formidable, l'ENA. Oui, mais on oublie pourquoi. C'était un geste révolutionnaire. C'était pour couper la tête. Enfin, en tout cas, pour arriver avec d'autres gens que ceux qui voulaient sa mort. Il était condamné à mort. Donc, il voulait une autre élite. Et ça a été un échec. Au bout d'un moment, ça a été un échec complet. Alors, il y a pas tout le temps. Au début, ça l'a pas été. Il y en a un, si tu veux, je le trouvais sympathique. Lui, c'est Louis Schweitzer. Mais là encore, il est sympathique. Les gens sont peut être sympathiques. Non, mais il est sympathique. Mais putain, le blé qui se met, lui. Ah bah oui. Ouh là là. Parce qu'il passe pour le type, tu sais, la SED qui se prend des petits salaires de patron, moins, je sais plus combien il gagne. Il gagnait chez Renault ou chez. Je crois que c'est 2 millions d'euros, non? Non, c'était pas moins. Ah, je crois pas. Il était. Mais il me disait toujours qu'il faisait attention d'être dans la moyenne basse du CAC 40. Alors moi, j'avais lu qu'il touchait 6 000 balles par mois pour être à la HALD, la haute autorité pour contre l'exclusion et la discrimination. Mais à côté, il s'est pris, alors j'ai découvert ça en te lisant, 10 millions d'euros de stock option. Parce que tu expliques ça, le mec est de gauche, enfin 10 millions d'euros. C'est public tout ça, il suffit de chercher. Ouais, mais... Il faut chercher, j'ai beaucoup cherché. Et notamment, tu sais où? Non. AstraZeneca. Oui, parce qu'il était il était président de l'administration de l'AstraZeneca. Mais avant le Covid. Alors, il y a un truc que j'ai lu. Donc, oui, Louis Schweitzer, lui, c'est l'archétype de l'archétype gauche, on se souvient, directeur de cabinet de Laurent Fabius, et qui est maintenant multimillionnaire largement, qui était, souviens-toi, aussi à la fin, parce que maintenant, il a appris quand même... C'était difficile pour lui, la situation. Il était président du conseil d'administration intérimaire de Sciences Po aussi. Parce que Sciences Po, c'est un des lieux aussi de cette connivence incroyable. Tu retrouves
toujours les mêmes. Ouais. Tous ceux dont on parle, tu les retrouves là. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer. Mais Monsieur Schweitzer est un homme éminemment sympathique. Mais non, mais je sais. Mais c'est la face cachée de Louis Schweitzer, quoi. Mais elle n'est pas... Comment dire, tu la trouves dans les rapports annuels, il suffit de cumuler. Et d'ailleurs, quand tu lui demandes, il répond sans problème. Mais personne ne le fait. Parce qu'on a une image de ces grands commis. Voilà, c'est ça que je veux remettre en cause. On parle de ces grands commis et eux-mêmes vivent sur ce mythe-là. Ils vivent sur le mythe des grands commis des années 60. Les grands commis de Gaulle, les grands commis de l'État, ceux qui ont fait, tu vois, bon, ils ont fait beaucoup de conneries aussi. Hein. Ils ont fait aussi les villes nouvelles. Enfin, à l'époque, ça pouvait être bien. Bref. Et donc, on vit sur ce mythe-là. Mais ces gens-là sont passés du côté obscur de l'argent. Non, mais bien sûr. Mais ils considèrent encore... Allez, encore un truc. Tu sais, ils n'arrêtent pas de nous dire nous avons la haute administration la plus compétente au monde. Tu entends souvent ça. On a la meilleure administration au monde. Mais tu leur dis, mais attendez, mais sur quoi vous vous fondez là? Sur le résultat, sur l'administration des prisons, sur l'état du budget de la France, sur comment fonctionne la police, comment fonctionne la justice, comment fonctionne l'éducation. Enfin, c'est que des échecs. Et tu vois des journalistes qui répètent ça parce qu'ils sont complètement fascinés par ces gens-là, qui sont effectivement souvent très brillants. Mais ce qu'ils font, ça marche pas bien quand même. J'aurais aimé faire ça, mais il faut un talent que j'ai pas pour essayer de voir quel impact ça a. Pour moi, une sorte d'audit de tout ça. De voir comment la façon dont ils ont géré a accentué le malaise français. Bien sûr. Pour moi, il y a 2 points. Je pense qu'ils ont accentué le différentiel avec la France périphérique. C'est tous des Parisiens qui vivent à Paris, qui ne pensent que Paris. C'est pas être complotiste de le dire. Eux-mêmes le reconnaissent. Et souvent, ils viennent de l'administration de Paris. C'est de Paris, qui est une voie de repli. Et donc, ils ne pensent que Paris. Ils ne vivent que Paris. Pour beaucoup. Castex, c'est vraiment un cas à part. Mais il a fait sa carrière à Paris aussi. Tu parles de lui d'ailleurs un peu dans le... Malgré son accent, il a fait sa carrière à Paris. Il s'occupait des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Je vais te lire un passage de ton livre, si tu veux. Je veux bien. C'est page 84, parce que j'ai retrouvé une vieille connaissance, c'est Jean-Charles Naouri, qui fait partie de ces grands corps d'État. Et alors, il y a une anecdote que tu racontes. Il dit, l'un de ses amis de l'époque m'a raconté une anecdote très significative. Ouvrez les guillemets. Je me souviens qu'en 86, juste avant d'entrer chez Rothschild, Jean-Charles Naouri m'a demandé « Devenir riche, ça fait quoi à ton avis ?» Je lui réponds « Ça doit être agréable. » Mais pour lui, l'argent signifiait autre chose. Donc, t'ouvres les guillemets, le sommet des prestiges désormais, c'est d'être milliardaire, me lance-t-il. À l'époque, il est haut fonctionnaire et il veut être milliardaire. Et tu ajoutes, il atteindra presque son but 5 années plus tard, 5 ans après cette discussion, le génie des mathématiques, je savais pas qu'il était génie, rachète le petit distributeur. Tout le monde dit que c'est un génie. Breton Rally, dont il devient le premier actionnaire de Casino et son PDG en 2021. Sa fortune est estimée à 280 millions d'euros. Donc c'est quand même, on peut dire que lui, c'est le haut fonctionnaire qui a le mieux réussi pécuniairement, un des, pour atteindre. Un des. Et il s'est servi aussi de tout son réseau pour. Bazir doit être un peu en dessous. Bazir, je crois qu'il était au-dessus de 50 millions. Schweitzer, il doit être en dessous. Bompard aussi, il prend pas mal de blé en ce moment. Ils sont en train de constituer ces gens-là. Et en plus, malheureusement, je ne peux pas dire qui m'a donné cette citation, mais c'est un de ceux dont on a parlé. Mais tout est dit. C'est dans la fin des années 80, au moment où la droite reprend le pouvoir, que ces hauts fonctionnaires de gauche basculent dans l'argent. Et ce sont leurs enfants, en quelque sorte, leurs enfants intellectuels en tout cas, qui sont au pouvoir maintenant. Mais c'est ce que tu dis, quoi. J'aime bien la fin de ton chapitre sur Schweitzer. Tu dis, avant de prendre congé, je demande à Louis Schweitzer quel était son statut vis-à-vis de l'administration quand il présidait Renault. Il dit, je suis resté très longtemps en disponibilité. Ma carrière dans l'inspection des finances était donc bloquée. C'est pourquoi, lorsque j'ai pris ma retraite en 2007, je n'avais pas atteint le grade d'inspecteur général. Je ne l'atteindrai donc jamais. Soupire-t-il en dépliant son grand corps pour se lever et me raccompagner. J'ai senti une pointe de regret. Et tu ajoutes, comme si ces jeunes messieurs des années 80, devenus les parrains du capitalisme d'aujourd'hui, mesuraient toujours le niveau de leur réussite sociale à l'aune de leur classement dans la hiérarchie administrative. Ces mecs, ils ont quand même des cerveaux qui ne sont pas faits comme les nôtres. Incroyable, hein ? Ouais.
ils sont des gens brillants, qui certains ont fait de très bonnes choses pour la France et pour l'économie, mais ils pensent comme ça. Ils savent très bien quel était le classement des uns et des autres. Alors, j'enchaîne, mais parce que c'est tout ça est vraiment intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça me passionne. Et on est au moins deux, ça va. non, mais d'ailleurs, est-ce que ton livre, il est sorti il y a combien de temps? Il y a un mois à peu près. Un mois. Ouais. Est-ce que tu es invité dans les chaînes, Tout Info, des choses comme ça? Pour celui-là, non, j'étais beaucoup pour le précédent. Oui, je sais, mais celui-là, parce que là, celui-là, c'est pas le genre de bouquin qu'on a, tu vois, il faut qu'il fasse son chemin comme ça, un peu dans la presse indépendante. Il y a ceux qui aiment bien, qui découvrent comme ça. J'ai de bons papiers, j'ai été invité dans pas mal d'endroits, les livres marchent pas mal, mais moins que... Pour une raison simple, c'est que je ne parle pas dans celui-là, je ne parle ni de Nicolas Sarkozy, ni d'un politique très célèbre, et donc, voilà, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a le fait que je parle d'Édouard Philippe. Je pense que égratigner Édouard Philippe, on me l'a dit, les gens ne veulent pas aujourd'hui. Non, je sais. Tu sais, moi, j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 3 semaines. Je demande rien à personne, mais quand tu fais le parti de la liberté et de l'indépendance, dans ces médias-là, c'est compliqué, quoi. Enfin, en tout cas. Ouais. Mais ceci dit, les livres vivent leur lit de livres. Je veux dire, il y a un bouche à oreille, les gens qui lui soutiennent. Et puis, on a beaucoup plus besoin de ça que des papiers de complaisance ou des choses comme ça. Enfin, tu vois. En tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Tu sais, là-dessus, on est pareil. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le travail. Hein. Non, c'est quand on bosse. Et alors, des fois, tu fais de l'humour, parce que c'est pas un bouquin très rigolo, mais t'as des titres. Alors, extension du domaine de la pantoufle, ça m'a bien fait marrer. Surtout que, et moi, je la connaissais pas, cette histoire. J'aimerais que tu la racontes. Tu parles quand même d'un magistrat du parquet national financier qui s'appelle Éric Russo. Numéro 2. Le type, il fait quand même un bon boulot au PNF. Super boulot. Et où on le retrouve? On le retrouve dans un grand cabinet anglo-saxon d'avocats chargé justement d'aider les entreprises dans ce qu'on appelle aujourd'hui la compliance, j'imagine, c'est-à-dire le fait de respecter les règles diverses et variées. Mais comment peut-on imaginer qu'il ne se soit... Je veux dire, lui, il est passé entre les gouttes parce que... c'est un peu énorme quand même. Non, mais attends. Parce que la haute autorité de la transparence de la vie publique, qui est censée faire le filtre, n'a pas autorité sur les magistrats. C'est ce que m'a dit Migaud. Migaud a dit « J'aurais adoré faire ça, mais m'occuper du cas de M. Russo, mais je ne pouvais pas le faire. » Parce que les magistrats, eux, ont leur propre mode de filtre. Et eux, ils ont laissé passer. Mais on peut pas. C'est comme si le type, il veut te faire croire qu'il a un hémisphère gauche et un hémisphère droit, et il y a une barrière infranchissable entre les deux. Mais attends, mais tu as d'autres cas que je racontais dans un autre livre, de ces types qui étaient aux fonctionnaires à Bercy chargés du fisc des entreprises et qui se retrouvent avocats fiscaux. Hein. Oui, tu parles. C'est pareil. Et on retrouve plein de gens. Enfin, alors tu dis le paradis des pantoufleurs. C'est là. Nexity. Et là, on retrouve Azoulay, Myriam El Khomri. Tu retrouves Véronique. Alors, c'est des gens dont on ne connaît pas les noms. Tu dis c'est le paradis des pantoufleurs. Qui sont pourtant des gens qui ont été très puissants. Des anciennes directrices de cabinet d'Emmanuel Valls. Le directeur du cabinet du Premier ministre est un des hommes les plus puissants de France. Et Véronique Amélius, elle se retrouve une des patronnes de Nexity. Aubert, l'ancien conseiller juridique d'Emmanuel Macron, se retrouve à Nexity. Et plein d'autres. Pourquoi ? Parce que Nexity, entreprise immobilière, elle doit gérer avec l'État sans arrêt. Elle a affaire avec l'État sans arrêt. Et alors, je suis retombé sur mon ami Jean-Pierre Jouyet, j'avais écrit un bouquin moi, sur les prédateurs, et il était déjà présent dans ce bouquin. Et lui, donc, aussi un homme éminemment sympathique. Ouais, il est sympa, mais il aime l'argent lui aussi. Enfin, il est comment dire. Attends, juste un truc. Moi, je veux qu'on soit bien d'accord là-dessus. Si on était à leur place, et si les lois étaient telles qu'elles sont, je suis pas sûr que je ferais pas comme eux. Et moi, je suis pas sûr. Donc, moi, ma thèse, c'est juste qu'il faut durcir la loi. Et durcir et accroître les moyens de ceux qui luttent contre ça. Je sais pas, tu poses une bonne question, mais à un moment, c'est honteux. Moi, je veux pas donner des leçons de morale. On a nos âges. Si on pouvait gagner quelques millions, légalement, je suis pas sûr que je dirais non. Mais il faudrait qu'on m'empêche de le faire. Oui, mais attends, alors là, on est en désaccord. Mais tu sais pourquoi ? Non, mais je veux bien mais dans ce cas... Non, je veux dire, tu la fermes et tu fais pas de leçons de morale à tout le monde. T'es pas socialiste, tu prends le blé et puis tu restes pudique, quoi. Parce que là,
Koboli dit rien dans son coin. Ouais. Non, mais c'est ça. Et t'en as plusieurs, là, enfin, ceux que tu cites. Oui, et puis, il y a des vrais... comment dire, Jouillet. Ouais, je dis Jouillet, je savais pas qu'il était allé à l'OCDE, puis il est parti, c'est Pénicaud qui l'a remplacé. Là aussi, il se prend... l'OCDE, ça paye pas énormément, mais il se prend aussi ça paye pas énormément, quand même, surtout que c'est juste à côté de chez lui. Mais alors vraiment à côté, il va à pied, ouais. Il va à pied. Il doit toucher quelque chose comme 10 000 euros par mois ou 9 000 euros par mois, c'est quand même pas mal. Non, c'est pas mal, mais c'est bien en deçà des chiffres qu'on voit avant. Vu la fortune de son épouse, Madame Tétinger, et c'est tout à fait respectable qu'elle soit très riche. Donc, mais c'est vrai qu'être ambassadeur, enfin représentant de la France à l'OCDE, comme à l'UNESCO, ça fait partie des gâches, des sinécures qu'on donne à des gens qu'on veut recaser. Ouais. Et j'aimerais que tu racontes rapidement, enfin si tu veux bien, l'histoire de Monsieur Vaccin qui a travaillé pour Big Pharma, quoi. C'est page 122. Tu veux que je te remémore un peu ou... Oui, non, Monsieur. Il était chez Véran et il bossait pour Big Pharma, donc c'est un des types. Il venait de chez Big Pharma. Il s'appelle Louis-Charles Viossa, c'est ça? Voilà, Viossa. Il y a Énarque aussi, je crois. Oui. Et ils l'ont remplacé Dardar par Alain Fischer. Ils l'ont remplacé Dardar par Alain Fischer, justement parce qu'il y avait, semble-t-il, apparemment, un conflit d'intérêts, puisqu'il avait été lobbyiste de Big Pharma. Bah ouais, et puis tu le retrouves quand même dans une responsabilité sur la politique vaccinale en France, quoi, puisqu'il était conseiller de qui était-il conseiller? Il avait été conseiller, il avait été conseiller, ouais. Donc voilà, t'as cet exemple-là. Après, tu parles de... Mais c'est des gens, tu vois, c'est comme Castex. Ça va te paraître bizarre ce que je dis. Ce sont des gens très connus dans le milieu. Castex était très connu. C'était le parrain officieux de la Cour des comptes. Tous les jeunes de la Cour des comptes allaient voir Jean Castex avant qu'il soit connu. Et comme Viossa ou d'autres, sont des gens très connus dans le milieu administratif et donc dans le milieu politique, puisque les politiques qui ont le pouvoir, ce sont maintenant les hauts fonctionnaires, et dans le milieu économique, et qui sont là, et qui sont à l'affût de postes à prendre. Alors, il y en a un qui est gratiné aussi, lui, je ne le connaissais pas. Faire comme Marine Le Pen. Ouh. Et non, il y en a un que je ne connaissais pas et qui, lui, était conseiller de Véran, qui s'appelle Grégory Emery. Ouais. Et il va se retrouver chez Corian, qui est la boîte qui... Et oui, mais ça a été... La haute autorité a dit... Pour une fois, c'est le seul exemple du bouquin. Alors, tu peux raconter c'est tout simple. Il était conseiller de Véran. Et du jour au lendemain, il se retrouve responsable des affaires publiques, c'est-à-dire lobbyiste de Corian, qui est la grande boîte d'EHPAD, dirigée, entre parenthèses, on se demande pourquoi, par une conseillère d'État. Bon. Et, boîte privée. Boîte privée, oui. Si, c'est pourquoi je plaisante. Parce que Corian est très, très régulé, évidemment. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse très bien l'administration, comme la patronne conseillère d'État de Corian. Et donc, elle embauche un des conseillers, évidemment, d'Édouard Philippe, de Véran, comme directeur des affaires publiques. C'est logique, parce qu'il les connaît tous. Et là, la haute autorité dit « Non, c'est pas possible ». Heureusement, là, elle joue son rôle, quoi. Il y en a un qui... Mais pourquoi ? Parce qu'il contrôlait directement cette entreprise. Tu donnes l'exemple aussi de Marisol Touraine, l'ancienne ministre de François Hollande. Conseillère d'État aussi. Ouais, la haute autorité a été assez conciliante avec elle. C'était pas la haute autorité à l'époque, c'était la commission de déontologie de l'action publique. Mais je dis ça parce que c'était une passoire. La commission de déontologie. C'est pour ça qu'elle était absorbée par la haute autorité. Parce qu'elle était dirigée, et je l'avais raconté dans mon précédent livre, et j'avais témoigné au Sénat à ce sujet, elle était dirigée par des hauts fonctionnaires, cette commission-là. Donc il se cooptait, il fermait les yeux. Donc il laissait faire. Et là, ce n'est pas le cas pour la autorité. Alors il y a un autre personnage, je ne sais pas si les gens le connaissent, mais on l'a repéré, c'est Philippe Basse, donc le sénateur, qu'on voit présider les commissions d'enquête et tout, qui est une sorte de déontologue ultime à droite, le type qui passe crème quoi, quand il raconte ses histoires. Putain, et quand on voit son parcours, alors lui, dans le genre, je passe du public au privé, je prends du blé, il se pose là. Quoi. Et puis, tu sais... Pareil, c'est soi-disant personnage très enraciné, tu sais, et qui évidemment était parachuté, ancien conseiller de secrétaire général de l'Élysée, si je ne me trompe pas, sous Chirac. Il se présente aux élections, il se fait avoir, il revient. Et pourtant, on nomme le type qui était en place
membre de la Cour des comptes. Hein. Oui, parce qu'on veut lui filer le... Donc, le nommement de la Cour des comptes avec un salaire à vie, évidemment, comme là. Mais les électeurs, ils disent non, on ne veut pas. C'est pour le député. Pour sénateur, c'est le niveau au-dessus, comme on sait, puisque ce n'est pas les citoyens qui votent, c'est les grands électeurs. Alors là, ça passe. Alors, c'est lui, c'est ce monsieur-là, qui, de toute sa morgue, dirige. Cela dit, heureusement qu'il était là pour la commission en tout cas, heureusement que la sur commission... Benalla, par exemple Sur Benalla, et puis sur la crise sanitaire. Ils ont été bons, c'est heureusement qu'ils étaient là. Sur Adrexo, ils n'ont pas été terribles. Ils ont fait un petit peu... Comme quoi... Nous, on a suivi ça d'assez près. D'ailleurs, je voudrais... On est journalistes tous les deux. Et moi, je suis très... j'ai été biberonné par l'AFP. J'ai des tas de copains qui y ont travaillé. Et quand j'ai commencé comme journaliste, tu veux dire, l'AFP, c'était un peu la Bible, quoi. Et les mecs vérifiaient, etc. Aujourd'hui, tu vas peut-être trouver que j'exagère, mais c'est devenu une sorte de... je vois bien dans les dépêches, c'est très, très pro-Macron. Il y a une sélection des informations. C'est ce que j'ai vu, oui. C'est ce qu'on dit maintenant. Mais je peux donner 10 exemples, quoi. La manière dont ils ont traité Mélenchon quand il a fait son programme, la manière dont ils ont dit que... Là, il y a une dépêche sur le fait que, avec Joséphine Baker, en disant que Macron fait de l'antiracisme, contrairement aux radicaux, aux extrémistes de droite et de gauche. Ouais, c'est bizarre. Mais l'AFP, mais quand on te lit, on voit que l'AFP, c'est aussi la chasse gardée de ces grands commis d'État. Ah oui, vachement. Et donc, les types qui sont présidents de l'AFP, ils sont pas là pour... on peut pas dire ça, parce qu'il y a un directeur de l'information. Alors, considérer que Fabrice Friss, c'est l'actuel donne des ordres, ça, j'ai pas la ligne, je sais pas. Bah non, mais tu sais bien comment ça se passe, tiens, au fait... je sais pas. En tout cas, il y a de l'autocensure, il y a quelque chose qui se passe. Ce que je sais, c'est qu'il est en train d'essayer de trouver du pognon et donc de privatiser certaines activités. Bon, ça, on peut le remettre en cause. Je sais que ça arrive, parce que c'est le cas. Sur la ligne éditoriale, j'en sais rien. Et alors, mais ce qui est sûr, en revanche, et les gens ne le savent pas, c'est que l'AFP, là aussi, est une chasse gardée. La plupart du temps, pas toujours, ce sont des énards qui dirigeaient l'AFP. Pour quelle raison ? Grand Dieu, c'est des journalistes. Ça serait des journalistes, évidemment. Et c'est comme Radio c'est une belle gage, c'est sympa. Radio France, t'as Sybille Veil, qui est la femme de son mari aussi. J'ai rencontré dans un autre livre... C'est qui son mari ? Sébastien Veil, petit-fils de Simone, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Énarque, conseiller d'État comme sa femme, de la promotion Macron, ami intime de Macron. Et Sébastien Veil est maintenant patron du plus grand fonds d'investissement au monde, en France, tu m'entends, au monde. Donc le mari est patron du plus grand investissement au monde. C'est pas BlackRock quand même. Et elle est patronne de Radio France. Ouais. Et je racontais dans un autre livre que Sébastien Veil... C'est quoi ce fonds d'investissement ? Tu te souviens plus du nom ? Advent. Ah oui. Sébastien Veil... Je t'ai coupé, pardon. Non, fait partie de la campagne d'Emmanuel Macron quand même. Ouais. Et chargé de quoi notamment ? De l'audiovisuel. Et Macron lui demande une note pour la réforme de l'audiovisuel. Et que dit la note ? C'est qu'il faut mettre à la tête de l'audiovisuel français des gestionnaires, parce qu'il faut remettre ça dans l'ordre. Et après, sa femme est nommée. Alors, je ne dis pas qu'il y a un rapport de cause à effet. Sa femme m'a écrit, et je l'ai mis dans ce livre, que j'étais misogyne. Ah non, mais ça, c'est l'argument ultime, quoi. Bon, écoute, moi, voilà, je sors des faits, il faut les mettre les uns après les autres. Alors, est-ce que les bonnes patronnes aujourd'hui, j'en sais fiche rien. Je voudrais une explication. Mais on se demande pourquoi, franchement, une conseillère d'État, quel rapport avec la choucroute ? Encore une fois, pourquoi une conseillère d'État ? Non, mais ils ont des chasses gardées, le ministère de la Culture, ils sont tous là-bas. Alors, ils te disent pourquoi ? Mais t'as vu ? Non, mais il y a un mec qui me dit pourquoi ? Parce que, et c'est vrai, factuellement, parce que c'est la boutique à côté. Il y a même des portes où on peut passer de l'un à l'autre. Non, mais c'est vrai, c'est surnaturel. Mais c'est vrai. Écoute, il y a un lieu de pouvoir. Tu veux écrire un livre formidable. Ah, s'il y a le boulot que j'ai en ce moment. Tu fais le Palais Royal. Ouais. Ah bah oui. Palais Royal, tu as la Banque de France, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'Académie française, et en face, avant, tu avais le ministère de l'économie. Ouais. Tout est là. Non, mais sûrement. Ouais. Et alors, il y a un moment, tu dis, il y a 230 places attribuées.
c'est Bruno Lasserre qui les a comptés. Et certaines fonctions lui reviennent de droit. Le vice-président de l'institution Bruno Lasserre les a comptés 230. Mais c'est quoi ces 230 places? Tu as des hautes autorités. Tu sais, hautes autorités administratives différentes. La CNIL, par exemple. La CNIL, je pense qu'elle est... Donc, il y en a 230 en France. Il y a 230 postes parce que tu as les présidents et puis tu as les membres des collèges. Et là-dedans, tu as toujours un conseiller, tu as un membre de la Cour des comptes. Alors, c'est pas en soi aberrant. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'ils touchent tous plus de 200 000 euros par an. Pas tous, mais certains, tu dis, plus de 200 000, tu fais la moyenne. Si, tu fais la moyenne. En moyenne, peut-être. Et il y en a même qui touchent 250. Mais il y en a qui sont membres. C'est ça ce qu'ils appellent les ménages. Chez eux, ils appellent ça les ménages entre eux. C'est d'avoir un poste dans les conseils d'administration de ces hautes autorités, parce que tu touches là. Alors, il y a un truc qui est ça assez... pas conseil d'administration, ça s'appelle... Il y a un truc qui est assez et qui est vraiment édifiant, c'est quand tu veux connaître les salaires des préfets ou des types qui dirigent les impôts en France, tu n'y arrives pas. Enfin, on n'a pas le droit de te divulguer ce chiffre-là. Et c'est de l'argent public aussi. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la liste. La moyenne, là, c'est 248 000 euros par an. La liste, qui m'a donné la liste, que j'ai publiée dans un autre livre, la liste des 150 plus hauts salaires de Bercy, qui étaient tous plus hauts que le président. Oui, c'est ce que tu avais dit dans ton précédent livre. Quoi. Ouais. Mais attends, il y a un truc qui est marrant. Et c'est Édouard Philippe qui consolide ça aussi. Alors, tu vas voir sur la loi, justement, tu vois, c'est des détails, mais qui changent tout. Au moment de l'adoption de la loi sur la transparence de la vie publique, où on met en place les déclarations d'intérêt des hauts responsables publics français. Il y a les ministres, les parlementaires, les conseillers régionaux et les membres de la haute administration. Dans la première mouture de la loi, dans la loi, il est dit que tous ces gens-là, les déclarations d'intérêt doivent être publiées pour tous, leur salaire précédent, leur salaire actuel et en gros leur conflit d'intérêt. Bon. Le Conseil constitutionnel est saisi. Le Conseil constitutionnel qui est à côté du Conseil d'État. Tu as les mêmes mecs qui sont au Conseil constitutionnel. Voilà. Ceux qui font le boulot, c'est les mêmes mecs. Ouais. L'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel est devenu secrétaire général de Carrefour. C'est qui Panauri, quand même. Non, secrétaire général. Pas patron, peu importe. Attends, excuse-moi, c'est moi, je suis dans mon truc. Eh bien, le Conseil constitutionnel a maintenu le fait qui est obligatoire, et on le voit aujourd'hui avec l'affaire Grisé, que les ministres, les députés, les conseillers régionaux rendent publiques leurs déclarations d'intérêt, avec leur salaire notamment, et a retoqué la même chose pour les hauts fonctionnaires. Non, mais c'est incroyable. Et pourquoi c'est Édouard Philippe, non ? Non, c'est le Conseil constitutionnel. Ça. Mais Édouard Philippe fait partie de ceux des signataires qui ont demandé. Et ils disent que c'est une atteinte disproportionnée à leur vie privée. Ouais, c'est incroyable. Autrement dit, un modeste conseiller régional doit rendre public, et c'est normal, je trouve, ses salaires, ses avoirs, enfin pas ses avoirs, mais ses salaires, ses conflits d'intérêts, etc. Mais le secrétaire général de l'Élysée, pour revenir à lui, et ça t'aurait bien aidé, lui n'a pas à le faire. Ouais. Non, et ça fait partie des strabismes incroyables de ce pays. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Je veux dire, tu racontes ça mafia. À un Norvégien, un Danois, un Suédois, il dit mais c'est pas possible, c'est ce pays qui est mafieux, quoi. Enfin, on a une éthique quand même de. C'est la haute administration, c'est la noblesse d'État, on l'a dit tout à l'heure. Mais, alors je sais que là on va différer, mais j'aimerais bien le dire, on ne mesure pas à quel point les réformes de la haute fonction publique entreprises par Macron vont changer les choses. Pas totalement, loin de là. Mais dans le bon sens Pas suffisamment. Écoute, il n'y a plus d'inspection des finances en France. C'est quand même une révolution, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a plus d'ENA non plus. Il n'y a plus d'ENA, il n'y a plus d'inspection, il n'y a plus de grands corps. Mais quand tu vois il n'y a plus de grands corps de l'État. Mais quand tu vois... À part le Conseil d'État, la Cour des comptes, parce qu'ils sont inscrits dans la Constitution.
Mais quand tu vois que quand même tous ces gens-là, c'est des gens qui l'ont soutenu, il y a toute une administration qu'il a mis en place, et lui... il est un personnage complexe. On peut dire ça, oui. Non, mais c'est là où on diffère. Moi, je pense que là-dessus, je pense qu'il y a une vraie conviction de sa part. Je pense conviction sur la rente, il le vient souvent. Il considère... Mais tu peux pas faire ça et protéger Colère comme il le fait. Tu peux pas faire ça. Si, parce que tu es double. Tu es double aussi. On est tous doubles. C'est son copain, c'est lui qui l'a aidé, il le protège. Mais en même temps, il considère, Colère n'étant pas un grand corps d'ailleurs, il considère, il me semble, je ne le connais pas, mais que la caste des grands corps, il a écrit dans son livre, Révolution, avait des privilèges hors du temps. Et voilà, et c'est ces privilèges que je raconte. Alors, il ne s'attaque pas à tout, loin de là, à la transparence, machin, mais quand même, en France, il n'y a plus d'inspection des finances, qui avait donné... mais ça va être remplacé par quoi ? Giscard, Rocard, Chaban, Juppé, Macron. Non, mais donc, par quoi il le remplace ? Par rien ? Par un grand corps unique des administrateurs de l'État. Ouais. Ah ben quand même, ça veut dire que ces gens, ils vont être obligés de bouger. C'est-à-dire que l'entre-soi de ces différents corps, il ne va plus exister. Moi, je pense... Sauf au Conseil d'État, malheureusement. En te lisant, et surtout à la fin du livre, d'ailleurs, tu poses le problème. C'est pour ça que j'ai donné un peu d'espoir. Non, mais justement, je voulais aller vers un autre, je l'ai un peu abordé dans notre entretien, c'est-à-dire que si on donnait, d'abord on mixait comment ça s'appelle, l'agence anticorruption et la haute autorité, il faudrait vraiment le faire. Ouais. Et là, ils sont à peu près 160, ça ferait 160 fonctionnaires au fond. Et qu'on leur donnait des moyens un peu coercitifs. Si on durcissait la loi, ouais. C'est la solution. Oui, c'est une des solutions. Alors, pour moi, il y en a une autre. Tu changes la France en faisant une chose toute simple. Tu fais la révolution. À l'anglaise. Oui, tu veux faire une révolution à l'anglaise. Tout fonctionnaire qui veut faire qui veut faire campagne, qui veut entrer en politique, doit démissionner. Basta. Et pas retrouver le poste. Il démissionne de la fonction publique. Tout fonctionne. Autrement dit, tous les hauts fonctionnaires. Écoute, on est en pleine campagne pour les présidentielles. Espérons que les candidats de droite ou de gauche t'entendront. Ce serait intéressant d'ailleurs de leur poser à tous la question. À mon avis, un Montebourg, il serait d'accord. Ouais. Mélenchon aussi, j'imagine. Oui, sûrement. Anne Hidalgo, faut voir. Faut voir parce qu'elle est entourée de. Ouais, c'est à ça que je pensais. Entourée. Écoute. On va essayer de leur poser la question. En tout cas, je suis ravi. Tu as fait vraiment Merci. Notre discussion était super. J'ai adoré. Tu as fait du bon travail, quoi. Je veux dire, c'est assez rare en ce moment de lire. De ta part, Denis, c'est vraiment un compliment qui me va droit au cœur. Merci. Et c'est la première fois qu'on se voyait, donc on ne peut pas dire que j'ai invité un copain. On va peut-être devenir copains maintenant. Avec plaisir. Merci Vincent, et puis merci à toi Denis. À la prochaine. À la prochaine. Et j'allais oublier, c'est très important pour nous, parce que si on parle de livres comme le tien, d'enquêtes comme celle-là, c'est parce qu'on est un média indépendant. On ne vit que des abonnements et des dons des gens ou des gens qui prennent des parts sociales. Et on est, à la fin de l'année, tout ça est défiscalisé. C'est-à-dire, si on nous donne 100 €, on en récupère 66. Donc, c'est vraiment très important que vous nous aidiez, parce que moi, je veux continuer à recevoir des auteurs, à parler de ces livres-là, dont, à mon avis, on parlera peu dans les médias mainstream. Et donc, voilà, je vous demande sans doute une des dernières fois cette année de nous aider à continuer à faire ce genre d'émission et à inviter des vrais journalistes. Merci d'avance.